Aujourd'hui, dans les discours sur le climat, il y a une domination du même type de pensée magique. C'est-à-dire l'idée, on peut se sortir du climat avec des solutions qui peuvent être mises en œuvre par le secteur privé parce qu'il y a de l'argent à gagner. Comme par hasard. On peut continuer à conduire autant qu'on veut, mais juste on conduira des voitures électriques. Donc il y a il y a une combinaison dans le discours sur le climat de technologisme qui m'est extrêmement familière parce que c'est exactement où étaient les discussions sur la pauvreté il y a 15 ans. Bonjour à tous, bienvenue à Contact. Cette semaine, une rencontre avec Esther Duflo, économiste. Elle enseigne à la prestigieuse MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Elle est aussi, pour l'anecdote, prix Nobel, la plus jeune à l'avoir reçu dans sa discipline. Elle est économiste, mais ses travaux, ses recherches dépassent souvent, très souvent, les frontières de ce qui est associé stricto sensu à l'économie, donc éducation, environnement, gouvernance, inclusion financière, vaccination chez les enfants. Bref, elle veut changer le monde, peut-être. Esther Duflo, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très flatté. Je sais que votre temps, il se calcule au chronomètre. D'ailleurs, ça engendrait une première réflexion. On peut passer plusieurs années à se préparer dans les bonnes écoles à devenir économiste. On devient instantanément Nobel. Est-on jamais suffisamment prêt pour ce genre de rendez-vous avec son destin? Le poète irlandais Seamus Heaney décrivait le prix Nobel comme une avalanche bénigne. On s'y attend pas et ça emporte tout sur son passage. Il y a eu un petit peu cet effet-là. Mais est-ce qu'il y a des responsabilités qui deviennent différentes compte tenu de ce que soudainement on vous demande et aussi on vous consulte comme si vous étiez oracle? Oui, un petit peu la tentation de l'oracle, mais pour moi, c'est pas très difficile de renoncer à cette tentation parce que j'ai vous n'étiez pas disposé. Pas très disposé à être un oracle. Mais par contre, dans les circonstances de ma vie professionnelle, d'une part parce que j'étais relativement jeune et donc encore très active au moment où j'ai eu le prix Nobel, ce qui n'est pas forcément le cas nécessairement pour tout le monde. Et d'autre part parce que ma recherche est vraiment à la charnière entre la recherche pure et l'action. Du coup, de recevoir le prix Nobel, ça nous donne, parce que c'est vrai aussi pour mes deux collègues, tout d'un coup, la responsabilité de l'utiliser au mieux, d'utiliser la nouvelle notoriété qui va avec, la respectabilité soudaine, en particulier vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, pour essayer de faire plus et d'aider plus C'est un levier. Voilà, c'est un levier qu'il faut on se sent la responsabilité d'utiliser au mieux. Je vous rassure, je ne suis pas en train de faire un exercice psychanalytique et on parlera de vos travaux, de ce qui vous intéresse, mais néanmoins, je crois aussi que la biographie induit beaucoup de choses. Ce sentiment de responsabilité était-il accompagné, jeune, par une mauvaise conscience aussi, d'être venu au monde au bon endroit, dans des conditions optimales de vie? Dans une certaine mesure. En tout cas, le sentiment qu'il n'y a rien d'automatique et que c'est une très grande chance et que donc, il faut en faire quelque chose. Voilà. Et j'ai mis au moins 20 ans à me rendre compte de ce que je pouvais potentiellement en faire. Vous étiez au fait de ce que vous étiez doué? Parce que, évidemment, pour faire les études que vous avez faites, pour éventuellement décrocher un Nobel, il faut être un peu doué. Il faut travailler très fort, mais il faut aussi avoir cette chance. Venir au monde au bon endroit et avoir entre les deux oreilles la matière grise. Là aussi, j'avais une théorie là-dessus. Vous aviez? J'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, une théorie là-dessus que, en fait, chaque personne a un certain talent pour quelque chose ou pour une autre, mais que il faut être dans les bonnes circonstances pour que cette personne puisse trouver le talent dont il est question. Donc moi, j'avais bien conscience de réussir bien à l'école, que les choses venaient facilement de ce point de vue-là. Et donc,
je me disais que j'ai vraiment de la chance que mon talent à moi, ce soit d'être bonne à l'école. Parce que comme tout le monde va à l'école, on a l'occasion de l'exprimer. Et à nouveau, pareil, si j'avais habité au Soudan, c'est d'avoir ce talent d'être bonne à l'école, ça n'aurait servi à rien. Inversement, on pourrait avoir un enfant qui serait extrêmement doué en théâtre, mais s'il n'a jamais l'occasion de monter sur les planches, il ne le saura pas. Et donc, c'était ma théorie quand j'étais enfant sur pourquoi il y a des gens qui réussissent mieux que d'autres. C'était pas qu'il y a des gens plus intelligents ou moins intelligents, ou plus talentueux ou moins talentueux. C'est que le talent spécifique de chaque personne a eu ou n'a pas eu la chance de se développer. Et dans une certaine mesure, enfin, je crois qu'il y a en fait beaucoup de vrai dans cette théorie que j'avais formée. C'est-à-dire que c'est clair qu'il y a énormément de points d'inflexion dans ma vie où j'ai eu de la chance, que j'ai rencontré les bonnes personnes, j'étais au bon endroit au bon moment. J'avais jamais aucune idée que je voulais faire de l'économie. C'est parce que j'ai fait dans mes études immédiatement après le bac. Et j'ai rencontré des économistes qui m'ont convaincu de faire ça. Si je ne les avais pas rencontrés, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. On ne peut pas faire le parcours sans parler de la Russie, qui est aujourd'hui au banc des accusés, mais qui est le choix du pays où vous avez décidé d'aller compléter vos études. Enfin, compléter, non, mais en faire un petit bout. Et je crois que c'est important dans la mesure où c'est peut-être là, si je me trompe, vous me corrigerez, que vous découvrez que les économistes patentés, les universitaires prestigieux, ont énormément d'influence sur le politique. Et que vous vous dites peut-être, parce que vous étiez encore à la fourche, il y avait des choix possibles entre la politique ou les études politiques, l'économie. Pourquoi pas l'économie, compte tenu de l'ascendant que ça semble avoir sur ceux qui sont aux manettes? Oui, c'est précisément comme ça que ça s'est passé. Quand j'étais à l'école normale, j'étudiais en fait l'histoire et donc j'avais commencé l'économie un peu par accident, justement, en rencontrant quelqu'un, Daniel Cohen, qui était très enthousiaste et qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse de l'économie, mais je n'aimais pas du tout ça. Je trouvais que c'était vraiment pas du tout intéressant. J'étais sur le point d'arrêter et justement, dans cette 3e année d'études, je commençais à me trouver vraiment là, pour le coup, de me sentir un peu coupable, de vivre dans ces circonstances très, très, très favorisées, et d'étudier l'histoire, pour me dire, voilà, si je deviens historienne, est-ce que vraiment je vais faire quelque chose de ma vie qui sera utile, qui sera suffisamment utile, voilà. Donc du coup, je me dis peut-être qu'il faut que je fasse de la politique. Donc, je me demandais si j'allais pas aller à l'école d'administration qui forme les fonctionnaires. Et puis, j'ai décidé qu'il fallait que je prenne que je fasse un pas de côté pour réfléchir à tout ça un peu à l'extérieur du cocon dans lequel j'avais été depuis toujours, en fait. Et c'est pour ça que je suis partie en Russie. Alors, pourquoi en Russie ? Parce que je trouve que je parlais russe, parce que je l'avais appris à l'école, par hasard aussi, simplement. On n'apprend pas le russe par hasard. Alors là, c'était vraiment par hasard. Il se trouve qu'il y avait une prof de russe dans mon collège qui cherchait absolument des étudiants. Et donc, il faisait un petit peu la pub de son... Vous êtes victime de son prosélytisme. De sa classe, et elle était vraiment bien. Donc, elle m'a convaincu mon père, et j'ai décidé que j'allais apprendre le russe. Bože moi. Bože moi. C'était une période très intéressante en Russie. Quand j'ai commencé à apprendre le russe, c'était Gorbatchev, la perestroïka, etc. J'ai commencé à aller en Russie fréquemment parce que j'avais une amie là-bas. Et donc, très naturellement, le choix d'aller quelque part s'est porté sur la Russie. L'école normale où j'étais étudiante avait un poste de lecteur à l'Université des sciences sociales. Donc, je suis partie pour ça. Mais ensuite, par hasard, à nouveau par hasard, littéralement, j'ai rencontré à l'aéroport mon professeur d'économie de l'école normale qui m'a dit « Ah, j'ai besoin d'un assistant de recherche. » Je lui ai dit « Très bien. » Donc, j'ai commencé à travailler avec lui, puis il m'a mis en contact avec d'autres. Et c'est là que j'ai pu voir, mais vraiment de très, très près, le rôle qu'avaient à cette époque-là les économistes d'Harvard en particulier, André Schleifer et puis Jeff Sachs de Columbia, dans la direction que prenait le pays après le démantèlement de l'Union soviétique. Et j'étais à la fois fascinée et terrifiée. Fascinée parce fascinée à cause du pouvoir
qu'ils avaient, en disant c'est vraiment formidable, on les écoute, c'est clair, ils avaient l'oreille des ministres, ils avaient des désagréments sur ce qu'il fallait faire, donc du coup ils s'auto-limitaient un petit peu, mais quand même c'est par exemple André Schleifer qui a décidé comment la privatisation des entreprises se ferait. En Russie. En Russie. Et dans l'ex-URSS. Et dans l'ex-URSS, donc avec l'idée que chaque personne recevrait un bon correspondant à une petite partie de la... Et c'est life-changing. Je déteste le fait qu'on franglise, mais c'est vrai que c'est des décisions fondamentales, mais dans l'intimité des citoyens. Oui, moi, ça a changé. Je pense que c'est une décision, cette privatisation par bon, c'est une décision qui a changé l'Union soviétique et qui a changé le monde. Je pense qu'on en est aujourd'hui exactement dans l'état des forces géopolitiques, la montée de Poutine qui a suivi, etc. C'est une conséquence de ça. Alors, c'est corrélé. Qu'est-ce qui se serait passé sans, je ne sais pas, mais le fait que, en fait, très, très rapidement, ces propriétés, donc chaque personne avait un tout petit bout de propriété, mais absolument pas d'argent pour vivre. Donc, du coup, ça s'est très rapidement reconsolidé au fur et à mesure que les gens vendaient leurs bons et reconsolidé dans cette plutocratie... oligarchie. Oligarchie, plutocratie, qui a contribué à la montée de l'autoritarisme en Russie. Donc, c'est clair que ça a changé la vie de tous les Russes et de beaucoup de gens à l'extérieur aussi. Donc, fascination et terreur, parce que je me rendais bien compte qu'on n'en savait pas assez pour savoir si c'était la bonne chose à faire. Que les implications, les ramifications étaient vraiment très, très troublantes potentiellement. On ne savait pas. C'est juste qu'on ne savait pas. Est-ce qu'on savait qu'on ne savait pas? Pour citer ici ou mal citer un ancien secrétaire de la Défense. C'est ça le problème. C'est qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas. Et moi, à l'époque, je n'avais pas de conversation avec Schleifer, mais il y en a eu après. Je pense que cette équipe était honnêtement parfaitement convaincue de choisir le meilleur chemin possible. Et qu'ils l'ont fait en toute bonne foi. Donc cette énorme incertitude du fait d'une espèce d'expérience à grande échelle, sur l'échelle de tout un pays, je pense qu'on ne se rendait pas compte à quel point, personne ne se rendait compte à quel point c'était risqué. Mais comme j'ai un esprit en général un peu, je dirais pas sceptique, mais j'ai du mal à être persuadée de choses sans avoir vraiment vu les données, qu'est-ce qu'on en sait, etc. Vous demandez à être convaincu. Voilà, j'étais un petit peu... Donc c'était ça l'inquiétude, ou même la terreur. Mais du coup, ça m'a vraiment convaincue qu'il fallait que je devienne économiste parce que d'un côté, je me suis dit, voilà, j'ai toujours voulu être utile. Clairement, si j'ai quelque chose à dire, je peux avoir l'oreille des dirigeants, c'est possible. Et d'autre part, il va falloir que je me forme bien pour avoir des choses à dire les plus utiles possibles. Mais dans votre petite équation, il y a ce qui est fascinant et ce qui est aussi inquiétant. Donc, c'est de vous exposer à faire le bien, comme, même de bonne foi, faire le mal en prenant les mauvaises décisions. Oui, d'où l'importance de ne pas parler, de ne pas s'avancer ou faire soit des prédictions, soit donner des conseils, sans avoir vraiment d'excellentes données derrière. D'où tout mon travail qui est sur les résultats randomisés, qui est on ne fait pas de recommandations ou de conseils politiques sans avoir une idée très très claire des implications possibles de ces recommandations. Si on avait immédiatement, juste pour qu'on nous comprenne bien, pour ceux qui ne sont pas familiers avec votre travail, cette idée de mesurer de manière randomisée, comme on le fait un peu avec les médicaments qu'on essaie, avec des placebos qui sont donnés à des patients et d'autres qui reçoivent le médicament pour voir ce que sont les réactions. Comment applique-t-on ça dans le monde réel? Alors, le monde réel, on l'applique dans le monde réel un petit peu comme on applique pour tester un médicament ou un nouveau vaccin. Le plus simple, c'est de prendre un exemple. Prenons l'exemple du vaccin, par exemple. Donc, par exemple, pour le vaccin contre le Covid,
beaucoup de gens sont familiers de cette expérience-là. Ça a été testé par Pfizer, je crois, sur 50 000 personnes qui ont reçu au hasard soit un placebo, soit le vaccin. Donc, comme c'était au hasard, on suppose qu'il n'y a rien de différent entre les personnes. Ensuite, on a suivi au cours du temps s'ils devenaient malades du Covid. Et comme il y a eu une réduction très forte de maladies sérieuses, en particulier du Covid, dans le groupe vacciné, par rapport au groupe non vacciné, on peut dire que le vaccin est efficace. Bon, maintenant qu'on a ce vaccin, la question se pose à comment persuader les gens de le prendre. Donc là, par exemple, l'administration Biden, leur idée, c'était d'avoir des relais dans les communautés. Il y a beaucoup d'organisations qui ont mis des vidéos, etc. Alors, comment savoir si ces actions marchent ? On peut faire la même chose. On peut dire... sans être coercitif, parce que ça, c'est l'ultime étape. Voilà, on peut aussi l'imposer. Donc, prenons pour commencer ces exemples plus... soft touch, voilà. Alors, on peut dire, est-ce que ça marche d'envoyer des vidéos ? Moi, j'ai participé à une expérience où on a envoyé via Facebook des vidéos informatives enregistrées par des docteurs. On l'a fait à la fois en France et on l'a fait aux États-Unis aussi, à un très, très grand nombre de gens, à peu près 30 millions de gens. Mais les gens sont choisis au hasard dans différents territoires. Donc, aux États-Unis, des counties, en France, des départements. Donc, dans un county, tout le monde reçoit la vidéo. Les vidéos, en fait. Tout le monde fait partie de la campagne publicitaire. C'est une série de vidéos qui arrivent dans leur feed. En France, c'était au niveau du département. Et si on a choisi au hasard qui est dans un département test versus un département contrôle, on sait à nouveau qu'il n'y a rien de systématiquement différent. Les échantillons sont suffisamment larges pour qu'on puisse dire s'il y a une différence ou pas. Bon, en l'occurrence, il n'y en avait absolument pas. Donc, il y avait zéro effet de la vidéo sur la décision d'être vacciné. Mais on aurait pu... J'avais fait une expérience très similaire avant Thanksgiving et Noël, aux États-Unis, pour encourager les gens à ne pas voyager en 2021 avant qu'il y ait les vaccins. La recommandation était de rester chez soi plutôt que de voyager. Et là, on avait fait la même chose, on envoyait des vidéos. À nouveau, c'était randomisé au niveau géographique, donc on pouvait comparer les territoires traités et pas traités. Et là, on avait trouvé un fort effet des vidéos. Sur les choix. Sur le voyage, qui est mesuré par la mobilité du téléphone, et aussi sur le Covid, où on avait vu une réduction du Covid. Donc, on voit qu'il y a une certaine subtilité dans les résultats. Et on pourrait appliquer donc ce genre de méthode randomisée à peu près tous les cas de figure qui se poseraient pour des décideurs politiques. Alors, tous, pas forcément. Il y a des choses qui sont plus difficiles à randomiser que d'autres. Par exemple, quand on change les taux d'intérêt pour un pays, en général, c'est tout le pays, donc on ne peut pas vraiment le faire au hasard. Mais beaucoup de choses. Et c'est vrai que donc, aujourd'hui, le laboratoire que je dirige, qui s'appelle le JPAL, qui est un réseau de gens qui font des expériences aléatoires comme ça à 20 ans. Et il y a 20 ans, la plupart de nos expériences étaient sur des sujets comme la santé, l'éducation, qui s'apparentent en fait d'assez près à l'exemple médical, où on a quelque chose qui ressemble à un traitement. Au lieu d'être un vaccin, c'est une vidéo. Ou dans le système éducatif, c'est un ordinateur pour les enfants ou de nouveaux livres. Donc on avait commencé par ça. Mais aujourd'hui, les expériences randomisées, on les retrouve dans tous les domaines, que ce soit le climat, la corruption, la gouvernance. Il y a une créativité sur ce qui peut être fait. Sur les questions de corruption, je suis intéressé par la méthode. Alors, il faut se trouver un groupe qu'on va probablement attirer dans les filets de la corruption et on pourra comparer avec des gens qui n'auront pas été tentés par des enveloppes ou autre chose. Comment on fait pour mesurer de façon randomisée la propension à la corruption dans une administration? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie d'imaginer comment... Alors, il y a deux questions séparées pour la corruption. Une, c'est comment on l'affecte, et l'autre, c'est comment on la mesure. Comme c'est caché, c'est pas forcément très facile. Je vais vous donner un exemple des deux, d'une expérience que j'ai faite au Bihar sur un programme de workfare, où donc les gens peuvent travailler localement pour recevoir un petit peu d'assistance en échange. Programme de workfare qui est sujet à une corruption énorme parce que tout le monde
du haut en bas de la chaîne d'administration de ce programme prend une partie du gâteau au passage. Là, pour essayer de réduire la corruption, on a fait quelque chose de très simple. On a remplacé, très simple conceptuellement, on a travaillé avec le gouvernement, on a remplacé le système traditionnel d'attribution des fonds où le village demande au bloc qui demande, au district qui demande, au centre, et donc chacun peut se servir au passage. Un système, et ça prend tellement de temps que le temps que l'argent soit attribué, il a déjà été dépensé sous forme d'avance, donc on ne peut pas vérifier si ça a vraiment été fait comme prévu. Donc on a remplacé ce système par un système où le village fait directement sa demande à la banque centrale et les fonds sont immédiatement transférés électroniquement. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Et du coup, ça permet déjà, donc ça limite les intermédiaires et en plus, ça permet de immédiatement vérifier que l'argent a été dépensé comme prévu. Et donc, on a mis ce système en place dans certains territoires et pas dans d'autres, à une échelle assez large. Et là, la manière de vérifier s'il y a eu de la corruption ou pas, c'est d'une part, combien d'argent a été dépensé pour le programme. On voit une réduction de 25% de ce qui a été dépensé dans le groupe traitement. Mais ça pourrait être qu'il y a moins de choses faites. Donc, il faut après comparer avec ce qui a été fait, c'est-à-dire le nombre de jours de travail, les réalisations physiques dans les chantiers, etc. Et là, on voit aucun changement. Donc, on a eu un meilleur rendement. L'argent les 25% qui ont disparu, c'était de l'argent qui passait avant dans les poches des différents administrateurs. Et un moyen de le vérifier, c'est que les administrateurs doivent faire une déclaration de biens tous les ans. Et on voit effectivement que les biens déclarés diminuent dans le groupe de traitement. Donc, on a deux variations qui permettent de mesurer l'efficacité de ce que vous avez fait. Tout à l'heure, vous parliez de ce qu'il est difficile de faire ce genre d'études randomisées quand on s'intéresse, par exemple, au taux d'intérêt, parce qu'on ne peut pas localement les monter et ne pas les monter ailleurs. Alors, ce n'est pas à charge ce que je fais, mais néanmoins, quand vous parliez de prédiction et du risque, quand on est économiste, de jouer aux oracles, c'était dans une entrevue que vous avez donnée aux Échos, je pense, en Belgique. On est au pire de la crise de la COVID et vous dites emprunter est la chose la plus sensée à faire. Alors, c'est vous qui parlez, jusqu'à ce que l'interlocuteur, journaliste, vous dise jusqu'à ce que les taux d'intérêt augmentent. Alors, vous riez. Votre mari, économiste aussi, il n'y a aucune pression inflationniste dans ce cas-ci. Pourquoi se faire du souci? Donc, la preuve est que quand on se risque à faire des prévisions, même les plus habiles peuvent être dépassés par les événements. Oui, alors surtout que moi, je ne suis pas macroéconomiste. Cela dit, moi, je ne pas à charge. Je ne suis pas macroéconomiste, mais cela dit, les macroéconomistes n'ont pas bien prévu non plus. Cela dit, sur le fond de la question qui avait été posée initialement, est-ce que emprunter était la chose à faire? Au moment où on était, j'en reste absolument convaincue que c'était absolument la chose à faire. On peut voir on peut le voir à nouveau, ce n'est pas une expérience randomisée du tout, mais on peut comparer l'expérience des pays riches et l'expérience des pays pauvres. Donc les pays riches se sont immédiatement mis à emprunter énormément. Et à soutenir leurs économies. Ils ont dépensé à peu près 27% de leur PIB en mesure de soutien fiscal. Donc grâce à ces emprunts à taux très faibles à l'époque. Dans les pays pauvres, qui n'avaient pas la capacité d'emprunter, puisque personne ne leur emprunte. Dans les pays les plus pauvres, il n'y a eu que 2% de support fiscal à l'économie. Donc 27%, 2% d'un PIB beaucoup plus petit, évidemment, puisque c'est des pays pauvres. Et quand on regarde la performance des économies post-Covid, les économies riches ont rebondi très, très rapidement, avec un problème d'inflation qui est arrivé et qui n'est pas réglé, mais où les gens sont employés, ont de l'argent dans leur compte en banque, etc. Alors que pour les pays pauvres, là, on prévoit encore une croissance négative en moyenne. Donc on voit bien qu'il y a un effet trappe de pauvreté, les Américains appellent ça doom loop, où si les gens arrêtent de consommer... Une boucle rétroactive négative. Si les gens arrêtent de consommer, l'économie se ralentit, puis se rétrécit, et c'est très, très difficile d'en sortir. Vous pensez qu'on l'a échappé belle?
C'est-à-dire qu'une eût été de cette réponse tous azimuts, qui, moi, m'inquiétait, je dois dire, au départ, parce que je me suis posé la question de ce que nous serions capables, plus tard, de lutter justement contre la pauvreté si on mettait ou on fragilisait nos finances collectives. En fait, moi, c'était mon inquiétude. Je ne suis pas économiste, donc profane, mais je me posais cette question, à tant faire maintenant, est-ce que l'on prend une hypothèque sur notre avenir? Je ne sais pas si la question devait se poser, mais donc, on l'a échappé belle, selon vous? C'était... On peut voir la différence entre la crise du Covid et la crise de 2008. Oui. Et je pense que la réponse à la crise du Covid était en large partie informée par la réponse en 2008 et les implications. Donc en 2008, on n'a pas du tout... Donc c'était une crise qui commençait par une crise bancaire, qui s'est transformée en une crise économique profonde, qu'on n'a pas du tout... où on n'a pas du tout eu la même réponse de quoi qu'il en coûte. On a tardé un peu. Il faut soutenir les gens, etc. Au contraire, on est resté... On a tardé, puis on a resserré aussi très rapidement. Et le résultat, ça a été, dans les économies de l'OCDE, en particulier en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord aussi, un redémarrage très lent et énormément de détresse, de souffrance, en particulier dans les classes moyennes et les classes populaires. Je crois que tout le monde s'est rendu compte que la réponse, disons, rigueur à la crise de 2008 était excessive. Et c'est pour ça pour la crise du Covid, on a décidé d'aller dans l'autre sens. Et je pense encore que c'était la bonne chose à faire. C'est vrai que ça pose un problème d'atterrissage. Et ça pose un problème Et ensuite, la dette, elle est là. Donc après, ça pose un problème de remboursement de la dette. Tant que les taux d'intérêt étaient très faibles, les remboursements de dette étaient très faibles, ce n'était pas un enjeu. Comme les taux d'intérêt ont augmenté pour répondre à l'inflation qui a suivi, ça met plus de pression. Mais après, cette pression-là, on peut dire, maintenant, on a des années et des années et des années pour l'absorber. Tandis qu'au moment qu'il y a d'autres crises pour venir. Tandis qu'au moment du crise de la Covid, c'était maintenant qu'il fallait fermer l'économie et soutenir les gens. En plus, il y a l'aspect plus, disons, psychologique qui est, on est au milieu d'une crise, souvenez-vous de 2020, on ne savait pas quand il y aurait un vaccin, on ne savait pas s'il marcherait. Les gens mouraient autour de nous. Le fait d'avoir eu, dans les économies qui ont pu se le permettre, cette réaction d'être protecteur vis-à-vis des citoyens, je pense qu'on l'a échappé belle politiquement aussi. L'écart va vous sembler grand, mais je reviens sur le parcours biographique parce que ça nous amènera à ce que vous avez concrètement choisi de faire par vos travaux universitaires, comme conseiller aussi dans l'administration de M. Obama. Je sais que la question vous est souvent posée. Elle ne sera pas piège, la mienne, quand elle viendra. Mais j'ai retrouvé, peut-être que ça a déjà été entendu, une déclaration faite par Laurent Schlumberger, qui était le pasteur de votre paroisse, qui parlait de la jeune fille que vous étiez. Esther n'est pas compliquée, elle est droite et sans duplicité. Quand elle était jeune, elle était semblable. Elle ne se perd pas dans des méandres de fausses questions. Je trouve ça intéressant parce que si on déplie, il y a beaucoup de choses là-dedans. Sur le personnage que vous deviendrez et sur l'éthique peut-être qui vous anime dans ce... Alors, est-ce qu'on peut parler d'éthique quand on fait le travail que vous faites? Parce que par définition, j'ai l'impression en vous entendant que c'est le bien de l'humanité ou des autres qui vous intéresse. Est-ce qu'on peut l'être tout le temps, impeccablement, quand on fait le travail que vous faites? Oui, dans notre travail. Alors d'abord, effectivement, c'est vraiment... moi, ce qui m'anime, c'est d'essayer que l'ensemble du travail que je fais finisse par améliorer la vie des plus pauvres du monde. C'est comme ça que je définis ma propre mission. C'est aussi celle du laboratoire et du réseau que j'ai créé. Parce que la duplicité, le choix de mots est intéressant. Ça serait la pire des choses que d'être conseillé par des gens qui auraient d'autres agendas que celui qui est annoncé. Encore une fois, je n'imagine pas que vous ayez ça à votre portée ou que vous soyez animé par d'autres choses que vos ambitions belles.
Mais le choix de mots est intéressant ici. Il savait donc très jeune que ce n'était pas vous, ça. Non, oui, je lui suis reconnaissant qu'il ait trouvé ça. Mais l'autre chose sur laquelle il insiste et dans lequel je me reconnais... Les fausses questions. Oui, et puis, c'est pas seulement les fausses questions pour mon sujet, c'est aussi les mauvaises questions. C'est-à-dire, les bonnes questions, c'est celles auxquelles on peut répondre. Souvent, quand... une critique qui est faite pour notre travail, c'est de dire « Ah oui, c'est bien tout ça, de savoir si de mettre des manuels scolaires dans les écoles augmente les performances ou comment persuader les gens de se vacciner pour le Covid, mais la croissance, c'est ça qui est important. C'est la croissance. » C'est la bonne question, beaucoup. Ça. Ah oui, enfin, moi je l'entends beaucoup en tout cas. Comme si on avait justement réduit nos ambitions à la croissance. Non, justement, comme si nous, on avait réduit nos ambitions par rapport à ce qui devrait être notre ambition, c'est la croissance, l'éradication de la pauvreté complète, etc. Qu'on réduisait nos ambitions en traduisant ce problème en une myriade de questions plus étroites. Mm-hmm. Et voilà, il y avait ce grand problème important de réduire la pauvreté, de favoriser la croissance. Aujourd'hui, on pourrait dire aussi de contrôler le réchauffement de la planète. C'est une grande question importante. Et puis vous le réduisez, c'est le type de critiques qui me sont adressées, ou vous le réduisez à des questions beaucoup plus étroites et beaucoup plus précises. Donc finalement, vous perdez un peu la forêt pour les arbres. Ce à quoi ma réponse, justement, dans cette idée, c'est oui, ce serait très bien de savoir comment favoriser la croissance, mais seulement on ne sait pas. C'est une question qui est beaucoup trop compliquée. C'est comme souhaiter la paix sur la Terre. Voilà, moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait la paix sur la Terre et que le cancer soit éliminé et que... C'est un beau programme. C'est un beau programme, mais une fois qu'on a dit ça, forcément, on est obligé de le réduire. Donc, si on prend l'exemple du cancer... Voilà, on aimerait bien que le cancer soit éliminé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde un type de cancer et un type de traitement et un type de mécanisme. Et peu à peu, on fait des progrès et on arrive à se débarrasser de certains cancers. Et de la même manière, oui, avec la pauvreté, c'est pareil. On ne dit pas on veut essayer d'éliminer la pauvreté. On dit voilà, essayons de résoudre. Commençons par mettre le problème à plat. Poser des questions claires et des questions auxquelles on peut avoir une réponse rigoureuse, auxquelles on peut vraiment croire. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une pauvreté ou des pauvretés? Parce que quand on nous parle de l'éradication de la pauvreté, c'est comme si toutes ces manifestations étaient les mêmes partout. Oui, il y a des pauvretés et des problèmes liés à la pauvreté. Donc, être pauvre, c'est pas seulement pas avoir d'argent, mais c'est aussi... pas avoir accès à une bonne santé, à une bonne éducation, à une participation politique, pas pouvoir travailler pour les femmes, pas pouvoir suivre sa voie, pas pouvoir trouver son talent, comme on disait en début d'émission. Dans les pays riches, il y a aussi beaucoup de pauvreté pour des gens, en particulier dans les pays, par exemple, scandinaves ou en France, qui, du point de vue de la santé et de l'éducation, ont accès aux mêmes ressources que chacun, et qui pourtant sont pauvres, sans aucun doute. Parce que c'est aussi de ne pas pouvoir participer complètement dans la société, de ne pas avoir un logement décent. Mais moi, ça me renvoie toujours à cette idée double, c'est-à-dire la pauvreté, c'est les conditions objectives de notre vie ou de notre survie. Or, aux États-Unis, au Canada, en France, on pourrait dire on peut être très pauvre avec des godasses Nike dans les pieds qui valent l'équivalent de 50 jours ou 75 ailleurs dans le monde de minimum pour survivre. Mais c'est l'aliénation. C'est cette idée d'aliénation, c'est-à-dire de ne pas ou de ne plus être un acteur du monde, de la société dans laquelle on vit, avec même des sous pour survivre. Et est-ce que ça, on peut lutter contre ça? Est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que, c'est un peu cucul la praline ce que je vous dis, mais que l'équation démocratique soit plus équitable? Parce que ça changerait nécessairement le type de relation entre le politique et ceux qui sont leurs vis-à-vis. D'abord, même dans nos pays riches, en particulier aux États-Unis, il reste les deux, hein. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis dans des conditions abjectes. La mortalité infantile aux États-Unis est extraordinairement élevée par rapport à la moyenne de l'OCDE. Et ceux qui meurent
avant d'atteindre 1 an ou 5 ans, il ne faut pas se leurrer, c'est les personnes qui ont le moins de ressources. Donc il y a des conditions de pauvreté abjectes et objectives, inacceptables pour un pays comme les États-Unis, d'autant plus qu'elle pourrait être... qu'on pourrait se pencher sur ce problème. Ça ne demanderait probablement pas énormément au budget des États-Unis d'être réalloué pour éviter ces circonstances-là. Donc il y a une pauvreté objective et abjecte qui est là, qu'on retrouve aussi dans les conditions des écoles publiques, dans la santé des femmes, etc. Et en plus, effectivement, il y a la question de l'aliénation qu'on retrouve, qui d'ailleurs s'exprime aussi sous forme de conditions de vie, puisque on parle des morts de désespoir, des personnes qui, dans la quarantaine, la cinquantaine, sont tellement navrés. Ils sont des vieillards aussi, des fois. Et surtout, ils ne savent plus qu'est-ce qui va arriver de leur vie. Donc, ils ont perdu, par exemple, dans le cœur des États-Unis, suite à la compétition avec la Chine, où beaucoup de villes ou de villages sont entrés dans ces cercles, dans ces doom loops, dans ces crises, dans ces trappes de pauvreté où tous les emplois ont disparu, par exemple, parce c'était des emplois de fabrication de meubles. Tous les emplois ont disparu, industriels ont disparu. Du coup, toute l'économie qui servait ces emplois industriels s'est effondrée autour. Et comme vous l'avez souvent dit, c'est pas parce qu'on perd son job en Caroline du Nord à fabriquer des meubles et qu'on en retrouve un à New York comme gardien de sécurité dans un magasin de meubles que notre vie, pour autant, est la même. Ou peut-être même ce déménagement n'est pas possible. C'est-à-dire ce job, il existe à New York, mais beaucoup de gens choisissent de ne pas déménager. Et du coup, il y a des villes qui perdent leur âme, en fait, qui se dévitalisent complètement. Et c'est là qu'on a les crises des opioïdes, de suicides, de morts violentes, etc., qui touchent une population qui aurait de quoi vivre. Mais dans des circonstances qui n'en valent pas la peine. Donc effectivement, cette aliénation, elle est là. Je vais vous citer à nouveau, parce que c'est directement lié. C'est peut-être lié aussi à autre chose qui vous anime. Je ne sais pas si c'est la foi, je ne sais pas si c'est une espèce d'optimisme tous azimuts. Vous dites « L'espoir est une forme motrice qui nous permet de nous réaliser en tant qu'être humain. C'est aussi important que la nourriture, l'éducation ou la santé. Ça fait partie de ce qui permet de nous réaliser. » Peu de gens osent l'espoir et surtout affirmer qu'il est fondateur à nos vies. Oui, je pense qu'on en a besoin. Enfin, c'est vraiment... c'est pas... Et justement, les gens qui n'en ont plus finissent par mourir de désespoir. C'est bien, parce qu'on meurt de désespoir. Parce qu'on meurt de désespoir. On meurt de désespoir en ne s'occupant pas de soi. On meurt de désespoir en entrant dans la drogue, on meurt de désespoir en se suicidant. Et on le voit aujourd'hui dans toutes les tranches d'âge. Et comment on cultive l'espoir dans un monde qui est très fréquemment désespérant. Et je reviens encore une fois, puis ce n'est pas une obsession ici psychanalytique, mais à la jeune fille que vous avez été, qui voulait changer le monde. Scout, déjà, c'est un pari sur la manière de servir sa communauté. Peut-être que vous l'êtes encore, scout d'une certaine manière comme économiste. Comment cultivez-vous l'espoir pour faire en sorte que vous soyez toujours pertinente? Alors, pour Est-ce moi... trop personnel? Non, trop pas intime? du tout. Pas du tout. Pour moi, personnellement, c'est vraiment se cultiver qui est le terme. C'est l'expression de Voltaire qu'on retrouve dans Candide, qu'il faut cultiver son jardin. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs un conseil que j'ai donné quand j'ai fait le discours pour la graduation des étudiants au MIT pendant le Covid. Donc virtuellement, probablement. Virtuellement. Et justement, j'ai posé cette question de l'espoir en disant, bon, vous êtes sur le point de
partir dans le monde avec vos diplômes. Qu'allez-vous faire? Et vous vous dites peut-être que c'est trop, quoi. C'était le Covid, les manifestations de Black Lives Matter, donc le désespoir du racisme qu'on sentait autour de nous, etc. Et ce que j'ai essayé de dire et que j'applique dans ma propre vie, c'est un petit peu comme ces grandes questions qui seraient très intéressantes si on pouvait les résoudre, mais qui sont vraiment trop grandes. Il faut les réduire à des questions auxquelles on peut s'attaquer. Donc, par exemple, je m'inquiète du changement climatique, comme tout un chacun. C'est pas de mon ressort de réfléchir à une nouvelle manière de faire des centrales nucléaires. Mais par contre, on a... Mais déjà, c'est divergent un peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écologistes ou d'environnementalistes qui, aujourd'hui, vous diraient non, s'il vous plaît, on ne parle pas de nucléaire. De toute façon, c'est pas ça, ou d'autres méthodes. Mais par contre, on peut commencer... Il y a plein de... Je suis absolument convaincue qu'il n'y aura pas une solution miracle au problème. Donc, ça va être un ensemble d'actions qui vont être sur tous les domaines. C'est-à-dire, comment persuader les gens de changer de comportement dans les pays riches. Comment aider les gens les plus pauvres, dans les pays pauvres, à s'adapter à un climat qui va être différent. Comment aider les gouvernements à mettre en place un système de protection sociale qui est adapté à des situations où il y aura plus de chaos, plus de météorologique à tout le moins, plus de trop de pluie une année, sécheresse l'autre, etc. Qu'est-ce qu'il faut comme nouvelle protection sociale? Donc tout d'un coup, de cette énorme question, la Terre se réchauffe, se trouve déclinée en un millier de petites questions. Et chacune de ces petites questions, il y en a qui correspondent à mon champ de discipline, il y en a qui correspondent à d'autres champs disciplinaires. À votre agentivité citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire tous les jours dans votre vie aussi. Il y a des choses que je peux faire dans ma vie, puis il y a aussi des choses sur lesquelles je peux faire de la recherche. Et donc, de ce point, je peux cultiver mon jardin. Et donc, c'est ça ma méthode pour maintenir mon espoir à moi. C'est toujours, quoi qu'il arrive, il faut faire des progrès. Et si on se place il y a 20 ans à peu près, ou 30 ans, quand j'ai commencé à travailler sur la question de la pauvreté, on pouvait aussi se sentir un peu dépassé par les événements. Il y avait tellement de gens pauvres, tellement de problèmes. Et donc, il y avait potentiellement cette tentation de mettre la tête sous l'oreiller, de ne pas du tout en parler, ou alors de chercher cette solution miracle. Donc, les solutions miracles tombaient. C'est le marché, c'est la croissance, c'est la révolution, c'est le microcrédit. Et déjà, là, à ce moment-là, ma posture, c'était non, on va prendre les problèmes un par un et on va voir si on peut faire des progrès. Et si je regarde ce qui s'est passé pendant 20 ans, c'est pas de mon fait, mais c'est... Mm-hmm. Il y a eu énormément de progrès. Et on pourrait dire la même chose sur les changements climatiques ou et au-delà de notre conscience. C'est-à-dire qu'on a posé des gestes très concrets, que ce soit la couche d'ozone ou autre chose, qui ont solutionné réellement des problèmes. On ne peut pas qu'être déprimé parce que nous ne faisons pas, parce qu'on a fait aussi beaucoup de choses. Oui, et on peut, petit à petit, tout ne marche pas, c'est ça qu'il faut. Même beaucoup de choses ne marchent pas comme on espère. Donc, on peut avoir tendance à se désespérer parce qu'on essaye quelque chose. On essaye un programme, par exemple, pour que les enfants apprennent mieux à l'école, puis ça ne marche pas. Ou on essaye un programme pour que les gens se vaccinent, puis ça ne marche pas. Mais il faut se dire, tout ne marche pas. Mais plus on essaye, plus on va trouver des solutions qui peuvent être efficaces. Et quand une solution est efficace, elle peut vraiment se développer à l'échelle. Un exemple, par exemple, c'est les moustiquaires contre la malaria. Donc la question, c'est mais comment les distribuer? Est-ce qu'il faut les faire payer? Comment faire en sorte qu'il y en ait plein dans toute l'Afrique, qu'il y en ait assez, qu'elles soient assez utilisées? Il y a eu tout un programme de recherche pour répondre à ce type de questions. La réponse étant, le mieux, c'est de les distribuer gratuitement, plutôt qu'à petit prix. D'en distribuer le plus possible, et les gens vont les utiliser correctement, et ça permet de maximiser la couverture des... ce type de recherche... Parce qu'il y avait cette théorie selon laquelle le ticket est modérateur. C'est-à-dire que si on fait payer un tout petit peu, les gens seront plus sensibles. C'était
pas forcément une mauvaise idée, mais il se trouve que quand on fait payer un petit peu, les gens n'achètent pas de moustiquaires, mais si on ne les fait pas payer, ils en ont une et ils l'utilisent. Bon, donc cette recherche-là, ce type de recherche, c'était il y a à peu près 15 ans. Entre maintenant et aujourd'hui, les moustiquaires, il y en a dans toute l'Afrique. Les morts de malaria se sont effondrés. Les cas de malaria ont été... on a plusieurs centaines de millions de cas de malaria en moins grâce au développement des moustiquaires. Donc, c'est un progrès qui est considérable sur la vie humaine. Donc, on voit que il y a des avancées, puis il y a des choses qui ne marchent pas comme on veut, mais si on regarde en arrière les 20 dernières années, je suis avec vous là-dessus. Il y a eu un progrès tellement important. Donc, pour revenir à la question de l'espoir, aujourd'hui, c'est pas on a toujours des problèmes de pauvreté, puis on a des nouveaux problèmes, et puis les problèmes de changement climatique vont remettre sur le tapis des problèmes de pauvreté qu'on croyait réglés. Donc, c'est un peu déprimant. Mais, bon, on peut se remettre au travail, on peut cultiver notre jardin. On est en train d'atterrir tranquillement. Vous parliez de microcrédit. Alors, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse parce qu'on a longtemps cru que c'était la solution miracle. Jacques Attali, chez vous, a fait beaucoup de kilométrage sur cette idée vertueuse que le microcrédit pour les femmes, c'était magnifique. Or, vous pensez, de votre côté, après avoir validé avec des études randomisées, que ce n'était peut-être pas la solution miracle. Quand on parle de changement climatique aujourd'hui, le sparadrap que j'entends le plus souvent répéter, c'est la voiture électrique. Alors, quand nous aurons tous des voitures électriques, nous aurons solutionné le problème. Et ça se présente comme un programme politique. Alors, je comprends que vous n'avez peut-être pas étudié la voiture électrique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'atrocement réducteur à se faire, à se projeter un avenir vert par cette seule solution et en oubliant les dommages que ces voitures électriques vont engendrer hors de notre horizon à nous? On n'ira pas voir les mines de lithium en Angola, on ne se préoccupera pas du cuivre qui va être extrait de toutes les manières au meilleur prix possible au Chili. Donc, on a externalisé notre mauvaise conscience. Oui, sans parler des voitures électriques spécifiquement, la tentation, c'est vraiment toujours la recherche de la solution miracle. On recherche la balle en argent, comme disent les Américains. La solution qui va tout régler d'un coup. Donc, le microcrédit, c'était ça. Voilà, il n'y a qu'à faire que ça. Et la solution qui va tout régler d'un coup, elle est d'autant plus attirante qu'elle est simple, qu'elle est gratuite. C'est-à-dire que quelqu'un peut gagner de l'argent tout en faisant la bonne chose. C'est pour ça que le microcrédit était une solution particulièrement attirante. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner de l'argent en prêtant aux pauvres des taux d'intérêt élevés, mais petite somme. Mais qui remboursaient, donc on pouvait gagner de l'argent dessus, et eux-mêmes, grâce au microcrédit, réalisaient leurs ambitions et leurs rêves et devenaient moins pauvres. Donc c'est pour ça qu'il y avait une attirance si forte pour le microcrédit. Aujourd'hui, dans les discours sur le climat, il y a une domination du même type de pensée magique. C'est-à-dire l'idée, on peut se sortir du climat avec des solutions qui peuvent être mises en œuvre par le secteur privé parce qu'il y a de l'argent à gagner. Comme par hasard. Et on peut continuer à conduire autant qu'on veut, mais juste on conduira des voitures électriques. Donc il y a une il y a une combinaison dans le discours sur le climat de technologisme et d'optimisme un peu béat sur la possibilité justement de solutions qui vont à la fois faire gagner de l'argent et faire le bien, qui m'est extrêmement familière parce que c'est exactement où étaient les discussions sur la pauvreté il y a 15 ans. Bon, on a fait beaucoup de progrès sur la pauvreté. Je pense que les conversations aujourd'hui en politique, y compris dans les organisations de microcrédit d'ailleurs, sont beaucoup plus réalistes sur ce qui peut être atteint avec différents instruments. Et je pense qu'on en viendra là avec le climat aussi, où on comprendra qu'il ne va pas y avoir une solution, que ce soit les voitures électriques ou une autre. Il va y avoir une myriade de solutions. Elles ne seront pas toutes simples. Elles seront pas toutes simples. Il y a des choses à faire immédiatement pour
protéger les gens qui souffrent le plus du réchauffement de la planète, qui ne contribueront pas du tout à mitiger et à l'éviter dans le futur, mais qui sont nécessaires quand même, etc. Donc on va avoir... La vie est compliquée. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais j'aime beaucoup conclure un entretien avec un Nobel qui nous dit, finalement, vous savez, la vie... En fait, c'est Alain Resnais qui disait, quand on lui demandait, mais vos films sont très, très, très compliqués. Et lui dire, mais vous savez, la vie est très, très compliquée. Je trouvais que la réponse était plutôt bonne. C'est peut-être vrai aussi des problèmes qui sont les vôtres. Moi, je fais souvent l'analogie de notre travail à une peinture pointilliste. Par exemple, de Seurat. Mm-hmm. Où chaque point est une étude, il est très clair, on a bien appris quelque chose, mais c'est un tout petit point, c'est pas toute la picture. On voit la peinture complète en se reculant un peu, en voyant c'est comme ça que tout s'agençait. Ça se fait lentement. Puis finalement, on finit par comprendre quand même un certain nombre de phénomènes qui nous permettent aussi de prédire qu'est-ce qui a des chances de marcher. Et là aussi, on peut se tromper dans ces prédictions, donc il faut tester. On a commencé en parlant un peu biographie. On va terminer là. La question est terrible, simple, peut-être bête. Êtes-vous heureuse de ce que vous avez eu comme vie? Oui, depuis le début. Moi, je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc j'aurais du mal à... et ce serait de vraiment très mauvaise grâce. On peut se détester pour ça. On peut se détester pour ça aussi. Oui, non, c'est vrai. J'ai la chance... non seulement je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais j'ai la chance d'avoir un tempérament plutôt optimiste et de... je pense que j'ai le meilleur métier qu'on pourrait avoir. Il y a une famille charmante, donc j'aurais vraiment très très mauvaise grâce à me plaindre. Mais ce n'était pas de toute façon l'intention que de vous entendre vous plaindre. Je vous dirais que, alors si vous avez le meilleur métier, j'ai le deuxième meilleur métier, celui de pouvoir rencontrer des gens qui ont des vies qui leur plaisent, qui sont accomplies. Merci. C'était, moi, un parfait bonheur que de vous avoir dans la dernière heure en notre compagnie. Je ne sais pas si certaines des questions... aurait pu être autrement posé, mais je prends les réponses telles qu'elles ont été formulées. Merci beaucoup. Mais tout le plaisir était pour moi. Merci. Voilà qui complète cet épisode en compagnie d'Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui a gentiment accepté dans son horaire quasi présidentiel de nous faire un peu de place. À la réalisation de l'émission Le Lamal, c'était Marianne Grenon qui faisait la recherche. Jeanne Croteau est responsable de nos médias sociaux. Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.